Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Rififi au FPI. Depuis la validation le 26 novembre 2014 des candidatures de Laurent Gbagbo et Afin Guessan pour la présidence du parti, le FPI, le plus grand parti d'opposition de Côte d'Ivoire, est au bord de la division. La guerre des tranchées fait rage et les camarades d'hier se regardent aujourd'hui en véritable chien de faïence. La justice ivoirienne s'est même saisie du dossier et exigé le report du congrès qui devait se tenir du 11 au 14 décembre 2014 à la demande du président statutaire du FPI, M. Pascal Afin Guessan. Comment et pourquoi le parti de Laurent Gbagbo, encore détenu à La Haye aux Pays-Bas, en est arrivé là? Pour parler, décrypter, diagnostiquer le mal dont souffre le Front populaire, le Grand Talk reçoit aujourd'hui le président du FPI, M. Pascal Afin Guessan, candidat à sa propre succession. Avec moi, pour mener le débat, le journaliste Jules Domché. Jules, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos téléspectateurs ici en Côte d'Ivoire et bonsoir au président Afin Guessan. Pascal Afin Guessan, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers téléspectateurs, sachez que notre invité est né en 1953 en Côte d'Ivoire. Il est ingénieur civil de télécom. C'est en 1986 qu'il rejoint le FPI et devient de 2000 à 2003 Premier ministre de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Depuis le 5 décembre 2013, il bénéficie d'une mise en liberté provisoire après 2 ans de détention. Monsieur Pascal Afin Guessan, bienvenue encore une fois. Comment se porte le FPI? Le FPI traverse une zone de turbulence. Ceci dit, il se porte bien dans le cœur des Ivoiriens. Il se porte bien dans le cœur des Ivoiriens. On décryptera évidemment cette actualité. Mais on parle maintenant de 2014. On va essayer avec vous de faire un bilan évidemment de l'action de Ouattara, qui est au terme pratiquement de son mandat. Mais avant, avez-vous été invité à l'inauguration de ce fameux 3e pont? Malheureusement, nous n'avons pas été invités. Si vous aviez été invité, aurait été un acte républicain. Si vous aviez été invité, vous serez parti. On aurait avisé en fonction du contexte. D'accord. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le FPI traverse une grande zone de turbulence. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus en deuxième partie d'émission. Mais vous m'inquiétez un peu parce que vous commencez par une langue de bois. Ce n'est pas une grande zone de turbulence. C'est un cataclysme. C'est le principal parti de l'opposition qui est totalement divisé aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. Et on a du mal à voir comment on va recoudre cela. Mais à partir du moment où la division porte sur des idées et donc sur des divergences d'approche, je pense qu'il y a une possibilité, par la voie démocratique, de trouver une convergence, un consensus, en tout cas de dégager une ligne majoritaire. Parce que ce n'est pas des débats de personnes. C'est vrai qu'il y a une dimension conquête du pouvoir à l'intérieur de ce débat, mais fondamentalement, la situation que traverse le Front populaire ivoirien n'est pas une situation particulière, c'est la situation que vivent toutes les formations politiques, toutes les organisations sociales après une crise comme celle que nous avons connue. Il y a forcément des débats pour savoir dans quelle direction aller, avec quels hommes y aller. Et donc, c'est ce débat-là que nous menons au Front populaire ivoirien. Nous allons revenir là-dessus, Varol, pour respecter le conducteur. On a très envie de parler de ce sujet. Je voulais juste rassurer le président Affi qu'on ne voudrait pas la langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois. Quand vous dites c'est pas grave, nous disons les choses telles qu'elles se présentent. D'accord. On va parler encore du FPI, ça c'est sûr, mais parler justement pas du problème qui mine le FPI, mais sur le fait que le gouvernement ivoirien refuse de donner à la CPI, Madame Laurent Gbagbo? Oui, c'est, disons, la décision qui a été prise par le gouvernement. Nous pensons que le gouvernement aurait été plus avisé de renoncer dès le départ à coopérer avec la CPI dans le cadre de la crise post-électorale, donc à transférer le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Cela aurait donné une chance à une solution nationale dans le cadre de la réconciliation. Je crois que le gouvernement a posé un précédent et maintenant il se rend compte que transférer Simone Gbagbo après Laurent Gbagbo et Blé Goudé, cela ferait trop, cela hypothéquerait les chances
d'une véritable réconciliation. Il veut faire marche arrière, mais je pense que c'est l'ensemble du processus qu'il faut revoir, c'est l'ensemble de la coopération avec la CPI qu'il faut revoir. Nous ne sommes pas partisans de cette voie. Nous avons prôné les États généraux de la République comme mécanisme pour qu'en interne, par le dialogue, dans le cadre de la réconciliation, nous puissions épuiser, je dirais, toutes les questions qui sont contenues dans la crise post-électorale. La Cour pénale internationale insiste évidemment pour que le gouvernement Ouattara lui emmène Mme Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes pour l'envoi ou qu'elle reste? Non, je suis totalement opposé au transfèrement de quiconque en Côte d'Ivoire à la CPI. C'est une position de principe et nous militons pour que le gouvernement renonce à poursuivre le dossier, même concernant le président Laurent Gbagbo. Nous pensons que même si le président Gbagbo, à l'heure actuelle, à la CPI, nous pouvons faire en sorte qu'il revienne en Côte d'Ivoire si tous les acteurs nationaux se mettent ensemble, comprennent que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire que ce dossier soit dégonflé et qu'on fasse en sorte que les poursuites qui sont engagées contre le président Gbagbo soient abandonnées. Monsieur Afinguessan, enfin, ce que vous dites me fait me retourner le ventre. Vous savez très bien que la situation du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé ne dépendent plus de l'État de Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien, ils ne peuvent plus rien, même s'ils le voulaient, vous le savez. Non, ils peuvent quelque chose. Ce sont eux qui ont... Expliquez-nous, qu'est-ce qu'ils peuvent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement, monsieur Afinguessan? Écoutez, au Kenya, vous avez bien l'exemple Kenya, où le président Uhuru Kenyatta était engagé. Aujourd'hui... La différence est toute faite. Hein. Le président Kenyatta, il n'est pas en prison, il n'est pas à La Haye. Oui, mais enfin, mais il est poursuivi. Il est encore chef d'État. Il n'est que poursuivi. Chez Laurent Gbagbo, les charges ont été confirmées. Chez Blé Goudé, les charges ont été confirmées. Oui, mais ils ne sont pas condamnés. C'est un procès qui doit avoir lieu. Là, c'est la justice. Et vous devez savoir que, de toute façon, la justice internationale, c'est un procès politique. Il ne faut pas oublier la dimension politique. Il ne faut pas oublier que le président Gbagbo est là-bas pour des raisons politiques et que la solution restera dans tous les cas politique. Et si nous voulons une solution véritablement politique, si nous voulons trouver une solution, il y a possibilité de trouver une solution. Il ne faut pas croire que la CPI, c'est une justice totalement indépendante qui ne prend pas confiance. Quand vous regardez toutes les décisions, faire confiance à la CPI. Je veux juste qu'on soit pratique pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre. Mais bien sûr. Parce que vous semblez faire croire aux Ivoiriens que M. Ouattara aujourd'hui pourrait décider du sort de Laurent Gbagbo. Je ne dis pas que M. Ouattara seul il n'en peut plus rien. Non, il aurait pu le faire avant en décidant de ne pas l'y envoyer. Voilà. Maintenant qu'il y est, dites aux Ivoiriens qu'il ne peut plus rien. Mais ce n'est pas à moi de leur dire. Moi, en tant que leader politique, ma vision et ma solution, c'est que nous travaillons à faire en sorte que ceux qui sont à la CPI aujourd'hui reviennent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma vision, c'est ma détermination, c'est mon engagement. Et je pense que la CPI n'est pas une machine, ce sont des hommes qui l'animent. Et en matière de justice, il y a des jugements d'opportunité. Si l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire exige que ce dossier soit abandonné par la CPI, si l'ensemble des Ivoiriens se mettent d'accord pour que au nom de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé reviennent en Côte d'Ivoire, que les charges soient abandonnées, moi je suis persuadé qu'il y a une chance. Il ne faut pas croire, regardez toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à ce jour par la CPI. Ce sont des décisions qui s'appuient toujours sur des événements en Côte d'Ivoire, sur des enquêtes d'experts internationaux, au Ghana, au Burkina, sur le fait que la libération du président Laurent Gbagbo pourrait contribuer à dégrader la situation en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des décisions politiques. C'est pour cela qu'il n'est pas mis en liberté provisoire. C'est pour cela que toutes les demandes qui sont faites ont été refusées. Même lorsqu'il y a eu le décès de la mère Gado, vous vous rappelez que le président Gbagbo, sa défense, avait fait une demande. Dans le même temps, il y a eu cette affaire d'appel de Mama. Résultat, la demande a été rejetée. Avec votre permission, donc il ne faut pas... je crois que ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans un processus politique. Et dans tout processus politique, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Le tout, c'est de réunir les conditions pour faire en sorte que cette solution prospère. Monsieur Afinguessan, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'une fois qu'on a impliqué la Cour pénale internationale, on n'est plus que dans du politique. Parce que même si c'est une juridiction qui est fortement politisée, elle reste une juridiction avec un certain nombre de règles. Je voulais rester sur le cas Simone Gbagbo. Je vous donne l'argument du gouvernement ivoirien, il vaut ce qu'il vaut. Leur argument, c'est de dire à l'époque où on transfère Laurent Gbagbo, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est le chaos, on sort de la crise. Aujourd'hui, la justice ivoirienne est prête et peut juger Simone Gbagbo. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais je réponds que la CPI doit examiner la situation telle qu'elle est présentée, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est le principe de subsidiarité qui est en vigueur dans le cadre de la CPI. Soit le gouvernement n'a pas la volonté de juger la personne inculpée ou objet de poursuite, soit n'a pas les moyens. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il a la volonté et qu'il en a les moyens. Pourquoi la CPI insisterait particulièrement à ce que Simone Gbagbo soit transféré à la CPI? La CPI n'intervient pas manu militari dans les affaires judiciaires d'un pays membre. La CPI intervient quand le gouvernement n'est pas en mesure de le faire. Or, dans le cas d'espèce, le gouvernement dit qu'il a les moyens de le faire. Alors, il pense qu'il a la volonté de le faire. Monsieur Afin Guessant, pour terminer évidemment sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que la justice ivoirienne est capable de juger le dossier à Simone Yves Gbagbo pendant que vous, depuis 2 ans que vous êtes en liberté provisoire, toutes les tentatives de pouvoir faire procès n'ont pas pu avoir lieu? Au-delà de la justice, ce que je m'évertue à dire, c'est que la situation en Côte d'Ivoire est éminemment politique, que la solution ne peut être que politique, et que la justice a été instrumentalisée pour, je dirais, servir de moyen à ceux qui ont conquis le pouvoir en 2010-2011. Mais aujourd'hui où nous voulons entrer dans un autre processus, dans une autre phase, aujourd'hui où nous nous rendons compte que ce dossier judiciaire pollue l'environnement politique en Côte d'Ivoire, constitue un boulet pour la paix et pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut refaire marche arrière, en passant certainement par la justice, mais au-delà de la justice, en engageant véritablement un dialogue, en engageant un processus de réconciliation sincère. Et je suis persuadé que dans ce cadre-là, nous pouvons trouver des solutions à toutes les situations qui se sont posées à l'occasion de la crise post-électorale. Mais vous parlez du dialogue. Le gouvernement dit dialoguer avec vous. Oui. Il y a un dialogue. Le dialogue est bloqué depuis plusieurs mois. Oui. Nous le regrettons, il faut le relancer. Qu'est-ce qui bloque le dialogue? Mais je pense qu'il y a d'abord que le gouvernement n'a pas une volonté affirmée d'aller au dialogue. Et puis ensuite, les questions qui aujourd'hui perturbent le fonctionnement du FPI. Oui, parce que ça doit être difficile, je voulais vous faire remarquer. Aujourd'hui, si on veut discuter avec le FPI, avec qui est-ce qu'on discute, vous ou M. Gbagbo? Parce qu'il y a une forte contestation aujourd'hui. Il y a un problème de légitimité qui se pose. Le congrès n'a pas eu lieu. Vous êtes président parce qu'il n'y a pas eu un nouveau congrès, parce que rien ne garantit que s'il y avait élection, vous aurez gagné. Donc, il y a un problème de légitimité qui se pose. Qui est l'interlocuteur aujourd'hui? Ça devient compliqué. Je suis étonné que vous posez là. Pourquoi vous m'avez invité à ce plateau? Mais parce que vous êtes le président du FPI. Mais on aimerait bien inviter. On a reçu, par exemple, vous savez que je suis le président du FPI. Non, on a reçu avant vous Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui est contre vous. On essaye d'avoir des gens des différents bords. Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez. C'est le Afin Guessant qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire comme le président du FPI, qui est reçu par les représentations diplomatiques, qui dialogue avec le gouvernement, qui est impliqué dans le processus. Et tant que nous n'avons pas un congrès et qu'il n'y a pas de changement, je reste le président. On reviendra, je voudrais vous rassurer que dans cette posture, je bénéficie d'un large soutien du Front populaire ivoirien, de la base du Front populaire ivoirien, même si des camarades... des élections pour vérifier ça, bien sûr, bien sûr. En tout cas, pour l'instant, même si des camarades contestent le président, et le fait même que ses camarades n'osent pas se présenter contre le président Afi et recours à la candidature du président Laurent Gbagbo comme subterfuge pour essayer de... Moi, je voulais peut-être parole. Je voulais, avant peut-être de sortir, rester sur votre cas personnel. 2 ans de liberté provisoire. Quelle est votre situation personnelle avec la justice ivoirienne? Est-ce que cela avance? Parce que c'est quand même un paradoxe. J'aurais aimé vous entendre plus sur la question. Mais moi, j'ai toujours affirmé que je ne me sens pas concerné par la question judiciaire. Parce que je considère que c'est un procès politique. Je considère que c'est pour des raisons politiques que je me suis retrouvé en prison, que ce sont les raisons politiques qui m'ont fait sortir. Je suis un citoyen libre, je ne suis pas condamné, je vais tranquillement à mes occupations, je ne me sens pas du tout concerné par la procédure judiciaire. Et je n'ai pas besoin de m'en préoccuper particulièrement. On ne vous a plus jamais convoqué, non? Devant un juge. Dernièrement, on m'a convoqué pour dire que le procès allait s'ouvrir. Je me présenterai à ce procès. Et puis, je ferai les déclarations que m'incline la situation. Et puis, je continue à mener ma vie et à agir dans le cadre de mon parti. Monsieur Pascal Afin Guessant, nous allons parler maintenant du bilan de Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. 2014, quel bilan faites-vous d'ailleurs
de l'action de Ouattara? Oh, je dirais globalement un bilan insatisfaisant. Un bilan insatisfaisant dans la mesure où les questions essentielles que connaît le pays n'ont pas été abordées, en particulier la question de la réconciliation nationale, la question de la justice, la question de la démocratie. C'est-à-dire les fondamentaux pour que le pays sorte totalement de la crise, pour que la stabilité politique soit restaurée et que le développement puisse se bâtir sur des piliers solides. Je crois que l'essentiel n'a pas été fait. On s'est préoccupé des questions liées aux infrastructures, c'est vrai, on vient d'inaugurer un pont. Mais vous savez, le développement d'un pays, c'est d'abord la cohésion nationale, c'est d'abord la solidité de la nation, c'est la paix, c'est la stabilité politique. Ce sont cela les fondamentaux. Or, ces fondamentaux restent précaires. La situation en Côte d'Ivoire reste précaire. Aucun des grands problèmes auxquels le pays est confronté n'a été résolu. Et cela constitue véritablement une menace sur l'avenir du pays. Nous nous acheminons vers de nouvelles élections en 2015. Ce sont des élections pleines de risques. Mais M. Ouattara était quand même plein de bonnes intentions, notamment concernant la réconciliation nationale avec la mise en place de la CDVR. Quel bilan faites-vous aussi des actions de M. Bani sur le terrain, qui a tenté autant que faire se peut, même avec des audiences foraines pour écouter M. Tout-le-monde sur le sujet de la réconciliation? Un bilan négatif. Les Ivoiriens n'ont pas le sentiment qu'il y a eu un processus de réconciliation nationale qui a été engagé sur près de 3 ans. Personne, la situation reste difficile. Et même aujourd'hui, la crise que connaît le Front populaire ivoirien est une conséquence de l'échec de la réconciliation nationale. Parce qu'à l'intérieur du Front populaire ivoirien, les deux tendances qui sont en confrontation représentent les deux postures face à la question de la réconciliation nationale. Ceux qui sont encore dans le ressentiment, dans les récriminations, parce qu'un processus de réconciliation nationale sincère n'a pas été organisé, qui sont dans des postures de revanche et de vengeance, parce que justement la réconciliation nationale a été un échec, et ceux qui ont eu la capacité de dépasser ces traumatismes, au-delà de l'absence d'un processus de réconciliation nationale, de se dire qu'il faut faire preuve de dépassement, il faut aller vers la paix, il faut aller vers la conciliation, il faut aller vers la réconciliation. Ce sont ces deux camps. Aujourd'hui, notre situation intérieure est impactée par l'absence de réconciliation nationale sincère. Le fait qu'on n'ait pas appelé tout le monde à venir laver le linge sale en famille pour apaiser les cœurs. Aujourd'hui, au Front populaire ivoirien, tous ceux qui sont contre le président Afi sont ceux qui refusent d'aller à la réconciliation parce que justement, il n'y a pas un processus de réconciliation sincère qui leur est proposé. Monsieur Afinguessan, je voudrais comprendre, parce qu'il y a une démarche qui peut sembler surprenante et paradoxale venant d'un leader politique comme vous. On a l'impression, à vous écouter, que la réconciliation, vous attendez que ce soit le gouvernement qui soit pionnier dans ce domaine. Qu'est-ce que vous, au FPI, vous avez fait pour réconcilier les Ivoiriens? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Est-ce qu'il faut toujours attendre qu'on vous implique, qu'on vous appelle pour que vous venez? Vous, quelle est l'initiative que vous avez prise en tant que leader d'opinion? La réconciliation nationale est un processus. Il doit d'abord être mis en œuvre par le gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement de construire le processus et d'appeler les différents acteurs pour qu'ils s'impliquent dans ce processus. Nous, face au vide, face à l'absence de projets cohérents et pertinents de réconciliation, nous avons proposé les États généraux de la République. Et nous avons écrit au gouvernement avec un projet documenté pour lui dire comment nous devons opérer pour trouver des solutions à toutes ces questions de violence, de victimes, de la crise, de réparation. On nous a pas écouté. Mais vous n'êtes pas surpris qu'on ne vous écoute pas. Moi, ce que je voudrais mettre en exergue, proposer des choses. Vous savez que ça ne va pas passer. M. Ouattara n'acceptera pas que ce soit le plan du FPI qui soit adopté, sinon il ne serait pas au pouvoir. Maintenant, il y a des choses concrètes qui peuvent être faites. Ça, on ne le voit pas. Je peux vous poser la question, combien de prisonniers politiques y a-t-il en Côte d'Ivoire aujourd'hui, selon vous? Y a-t-il des prisonniers politiques? Il y a des prisonniers politiques. Ils sont à quel nombre? Ils sont près d'1 millier. Qu'est-ce que vous faites pour eux, M. Afinguessan? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes libre. Moi, je me rappelle, quand vous étiez en prison, on lisait la presse ivoirienne, on voyait qu'il y avait un moment. Parce que vous êtes Afinguessan, vous êtes connu, vous avez la notoriété. Mais il y a des Ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison pour leur opinion politique. Mais on ne vous entend pas là-dessus, M. Afinguessan. Vous vous déchirez entre vous. Alors que vous dites bien qu'il y a presque, selon vos chiffres, 1 millier de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. L'actualité ivoirienne. J'ai la faiblesse de penser que je la suis. Vous ne suivez pas l'actualité ivoirienne, sinon vous aurez appris
que les négociations que nous avons menées de septembre, dès ma sortie, jusqu'en mars, n'ayant pas abouti, nous avons lancé le boycott du RGPH pour amener le gouvernement à céder sur la question des prisonniers et sur toutes les questions qui concernent la crise post-électorale. Et qu'à l'issue de ce boycott, nous avons eu une rencontre le 22 mai 2014. Et au cours de cette rencontre, je peux dire qu'un accord a été pratiquement conclu, à travers lequel le gouvernement s'était engagé à libérer 150 prisonniers, à dégéler 50 comptes, à faire en sorte que tous nos camarades qui sont en exil puissent rentrer, même ceux qui étaient l'objet de poursuites judiciaires pouvaient rentrer sans être arrêtés. À prendre les mesures pour que nos camarades qui sortaient de prison ou qui revenaient d'exil puissent être réintégrés. Ces engagements ont été respectés? Mais justement, c'est à ce niveau que la question devient une question interne. Parce que sur ces engagements qui avaient commencé à être respectés, jusqu'au moment où nous tenons la réunion pour savoir si nous mettons fin au boycott du RGPH ou pas, il y avait près de 50 prisonniers politiques qui avaient été on a vu certains, dont Yohan Biagenor et Jean-Yves Dibokio. Mais par la suite, nos contradictions internes ont pratiquement bloqué ce processus de négociation. Donc, moi, je suis dans une dynamique de négociation pour que nous trouvons avec le gouvernement progressivement les solutions. C'est à cause du FPI que les prisonniers politiques restent en prison. Je veux dire que notre capacité de négociation aujourd'hui est fragilisée par la crise à l'intérieur du parti. On va parler donc, maintenant. il faut trouver une solution à la crise. Cela arrange, et c'est pour cela que ceux qui créent la situation de crise arrangent le gouvernement, puisqu'ils lui donnent une marge de manœuvre de ne pas aller dans le sens de la négociation. Est-ce que vos comptes ont été... Non, mes comptes sont restés gelés. Je suis encore sous sanction internationale. Je ne peux pas sortir du pays. Et ce sont ces questions qu'il faut régler dans le cadre du dialogue politique. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie que le dialogue politique. Donc il faut qu'au Front populaire ivoirien, nous comprenions que si nous voulons avancer dans la résolution des problèmes qui se posent aux militants et aux partis de façon générale, il faut que nous nous engagions sincèrement et franchement dans le dialogue politique pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités, pour que nous puissions faire le constat que c'est le gouvernement qui ne veut pas avancer et que nous puissions prendre l'opinion internationale à témoin. Je voudrais vous rappeler que lorsque nous avons fait le boycott du RGPH, pour que nous puissions avoir cet accord du 22 mai, l'ONUCI s'était impliquée, puisque la représentante spéciale a dû, pour que nous mettions fin au boycott, démarcher les principaux dirigeants du pays, à commencer par le chef de l'État. Et ce sont ces démarches qui ont abouti à la réunion du 22. Mais malheureusement, nos contradictions internes n'ont pas permis à cet accord qui a été conclu de prospérer totalement. Monsieur Afin-Guesson, on va terminer justement cette première partie avec la question de la CEI et la politique de la chaise vide du FPI. Vous entrez, vous n'entrez pas, vous y êtes, vous n'y êtes plus. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 pour que vous soyez entre je t'aime, moi non plus, c'est... Oui, mais cela aussi relève un peu des contradictions que nous avons à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur du FPI, il y a un courant anti-élection et un courant pro-élection. Personnellement, je milite pour que le FPI participe aux élections, à commencer par l'élection présidentielle jusqu'aux dernières élections locales. Et étant donné que nous étions dans un contexte de crise, avec l'Alliance des forces démocratiques, qui est une plateforme de 12 partis politiques, présidée par le président du FPI, nous avons pris l'option de la participation à la commission électorale indépendante parce que nous voulons contrôler le recensement électoral, nous voulons être présents sur le terrain pour éviter que le fichier électoral ne soit tripatouillé et ensuite voir dans quelle mesure nous pouvons aller aux élections. Je peux dire qu'il y a eu des débats. Une majorité, une courte majorité au comité central a décidé du retrait du FPI. Mais en même temps, dans les jours qui ont suivi et dans le cadre de la préparation du Congrès, une majorité s'est dégagée en faveur de la participation du FPI aux prochaines élections. Donc le principe de la participation a été adopté. Les difficultés qui se posent ont été évoquées comme étant des conditions que nous devons réunir pour que notre participation soit efficace. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une position mitigée et c'est le Congrès qui devrait permettre de faire une synthèse entre la participation à la commission électorale, la participation aux élections. Donc pour le moment, nous sommes écartelés entre le fait que nous ne sommes pas à la CEI et le fait que nous sommes d'accord sur le principe pour aller aux élections. Au Congrès, nous allons faire en sorte que ces deux positions convergent. Si nous allons aux élections, il faut que nous en tirons les conséquences et que nous décidions dans le même temps
de notre retour à la Commission électorale indépendante. Ce que je voulais dire, Varol, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels je ne souhaiterais pas qu'on passe aussi facilement, c'est d'observer, j'ai envie de dire, la litanie des contradictions qui animent le Front populaire ivoirien. Vous pensez vraiment que c'est vous qui détenez le temps politique? Parce que pendant que vous êtes en train de vous tirer entre vous, la CEI ne vous attend pas, vous le savez très bien. Si vous venez intégrer la CEI à moins un mois des élections, quelle capacité aurez-vous véritablement? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le bilan de M. Alassane Ouattara. On s'est appesanti un peu sur le bilan politique, réconciliation. Tout le monde reconnaît qu'il y a beaucoup de manques à ce niveau, mais il y a un bilan aussi économique. Aujourd'hui, les indicateurs sur la Côte d'Ivoire sont ouverts. On a un taux de croissance qui est l'un des meilleurs de la zone, sinon le meilleur. On a aussi des réalisations infrastructurelles qui valent ce qu'elles valent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que le troisième pont, qu'on aime Ouattara ou pas, on se rend compte que c'est sur lui que cela a été effectif. Ça a été fait en 3 ans, mobilisation des ressources et réalisation. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je dis que le taux de croissance, ce n'est pas ça qui nourrit les Ivoiriens. Le taux de croissance, ce n'est pas ça qui les soigne. Ce n'est pas ça qui améliore les infrastructures dégradées. Ce n'est pas cela qui permet aux Ivoiriens d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que ce taux de croissance, il découle de quoi? Le taux de croissance, c'est un chiffre. On peut faire des taux de croissance même positifs lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, c'est-à-dire pendant que les populations souffrent, parce que c'est l'investissement qu'on engage dans des actions. Donc aujourd'hui, c'est une croissance extravertie, une croissance qui alimente plus les grands opérateurs dans le domaine des infrastructures économiques. Ce n'est pas une croissance qui est tirée de l'économie réelle, c'est-à-dire de la vente du café, du coton, de l'anacarde, de la santé financière des PME. Parce que c'est là que se trouvent les Ivoiriens. Et c'est là qu'ils peuvent donc capter une part de cette croissance économique. Si c'est parce que Bouygues a réalisé des ponts à 100 ou 200 milliards, ce n'est pas à ce niveau que se trouvent les Ivoiriens. 126 milliards. 126 milliards, ce n'est pas à ce niveau que se trouvent les Ivoiriens. Donc ce n'est pas cette croissance-là, est une croissance d'ailleurs appauvrissante, parce qu'en même temps qu'on annonce ces chiffres-là, les Ivoiriens s'appauvrissent. Ils ont de plus en plus de mal à se nourrir, à se soigner, à éduquer leurs enfants. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'il faut donc réviser la vision économique du gouvernement, pour que ce soit sur l'économie réelle que l'on bâtisse le développement du pays, en tout cas, monsieur la croissance économique. Afin-Guessant, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette émission dans quelques instants pour parler de ce qui divise le FPI, de ce grand rififi dans le plus grand parti d'opposition de Côte d'Ivoire. Mais avant, voici la pub et on revient juste après. Chez Afriland First Bank, nous croyons à la dignité de l'Africain, pour qui nous bâtissons une banque panafricaine innovatrice. Et nous intégrons nos valeurs culturelles dans notre vision du métier. Entre le client et nous, c'est une relation de confiance que nous renforçons chaque jour avec notre expertise, notre flexibilité et notre proximité. Chez Afriland First Bank, depuis plus de 25 ans, nous sommes au service du développement de l'Afrique. Afriland First Bank, the pact with success. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie du Grand Talk avec notre invité, monsieur Pascal Afin-Guessant. Depuis le 26 novembre dernier, le comité de contrôle du Front populaire ivoirien a validé les candidatures à la présidence du parti de Afin-Guessant et de Laurent Gbagbo. Depuis cette date, les dissensions se font sentir au sein du plus grand parti d'opposition de Côte d'Ivoire. Le président statutaire et candidat à sa propre succession, M. Pascal Afin-Guessant, a même déposé un recours en justice pour le report du congrès qui devait se tenir du 11 au 14 décembre 2014. Monsieur Pascal Afin-Guessant, on s'étonne justement que vous ayez déposé un recours en justice quand on sait qu'à votre sortie de prison, vous aviez qualifié du moins la justice ivoirienne comme une justice des vainqueurs, incompétente pour régler les problèmes, et que aujourd'hui vous vous tourniez vers elle pour annuler un congrès d'une si haute importance. Oui. Mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre le fait de contester des procédures judiciaires et de reconnaître que l'État ivoirien dispose d'une institution judiciaire qui est à la disposition de tous les citoyens et auxquels les citoyens sont condamnés, si je peux dire ainsi, à faire appel. Donc nous ne sommes pas d'accord
avec la justice quand elle se met au service des vainqueurs pour poursuivre des hommes politiques, mais nous sommes condamnés, nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire dispose d'une institution judiciaire et qu'elle est nécessaire pour organiser la vie économique et sociale du pays et qu'il faut travailler à la rendre performante. Donc ce sont deux démarches qui sont totalement, qui ne sont pas en contradiction. Mais aucune instance compétente au sein de votre parti ne pouvait régler ce problème? Oui, aucune instance. Parce que le comité de contrôle, en ce qui concerne ces questions d'ordre juridique, n'est pas contrôlé par une instance. Le comité de contrôle contrôle les actes des autres instances, notamment du secrétariat général, mais aucune instance ne contrôle les actes du comité de contrôle. Or, en l'espèce, le comité de contrôle a pris une décision qui est éminemment juridique. Ce n'est pas une décision politique. Il s'agit de savoir si des candidatures qui ont été déposées respectent les critères édictés pour faire acte de candidature. Et étant donné qu'il n'y a pas d'autres instances d'ordre juridictionnel à l'intérieur du parti, la seule juridiction à laquelle il faut faire appel, en vertu de la hiérarchie des normes, parce qu'il faut savoir aussi que le FPI est une organisation de la République, qui est au bas de l'échelle, même si c'est une association, mais au-dessus, il y a l'État. Et donc, lorsque des contractants, donc à l'intérieur d'une organisation, ne s'entendent pas, ou n'ont pas les moyens internes de régler un contentieux, c'est tout à fait logique de se référer à l'État. J'ai envie, M. Afinguessan, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas au cœur de la politique politicienne de la Côte d'Ivoire, c'est quoi le fond du problème? Alors, est-ce que vous avez dû saisir la justice? Le fond du problème, c'est que nous sommes dans une compétition à la fois politique et électorale. Et dans le cas de cette compétition, il se trouve que l'organe chargé de trancher les candidatures n'a pas respecté, a violé les textes du Front populaire ivoirien et a déclaré le président Laurent Gbagbo candidat, alors que d'abord le président Gbagbo n'a jamais fait acte de candidature. C'est une candidature qui a été proposée par 4 fédéraux. Or, la procédure de proposition obéit à des principes qui n'ont pas été respectés, que le président Gbagbo, par ailleurs, n'est pas présent en Côte d'Ivoire. Or, les textes disent que le président élu doit être investi, il doit soumettre le secrétariat général, je dirais, à l'investiture du Congrès, ce que le candidat, le président Gbagbo ne pourrait pas faire si d'aventure il était élu. Donc il y a un certain nombre de questions qui font que le président Gbagbo ne peut pas objectivement être candidat à la présidence du FPI. Donc sur le plan juridique, il y a donc des violations qu'il faut contester, qu'il faut sanctionner. Et c'est cela que nous avons engagé devant la justice. Est-ce que les textes du FPI permettent à quelqu'un qui est sous des poursuites judiciaires de se présenter? Les textes ne disent pas que quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis tout autant que le l'objet président de poursuites Laurent Gbagbo, j'ai l'avantage, objet de poursuites judiciaires. Oui, mais j'ai l'avantage. Non, je demandais, Monsieur le Président, est-ce que les textes disent qu'un individu, un candidat à la présidence du parti, sous le coup de poursuites judiciaires, peut se présenter? Les textes ne disent rien en ce qui concerne la question précise que vous posez. D'accord. Mais là n'est pas la question qui est posée à l'heure actuelle. La question qui est posée est la question de l'impossibilité physique d'exercer la fonction. Impossibilité physique qui est prescrite par les textes. En ce qui concerne l'impossibilité physique, il y a des dispositions des statuts qui permettent de considérer quelqu'un qui est dans l'impossibilité physique d'animer et de gérer le parti, de déclarer sa candidature irrecevable. Deux choses, Président Afinguessan. La première, c'est sur la saisine de la justice. J'ai bien suivi votre argumentaire. Mais je dis pour un politicien de longue date comme vous, ça me semble léger. Pourquoi? Même si vous avez raison sur un plan purement juridique, vous savez que le fait d'amener le FPI à la justice, c'est une chose grave, c'est un acte politiquement grave, parce que là, vous confirmez aux yeux de la nation qu'il y a une division. Je prends l'exemple de la guéguerre à l'UMP que vous devez connaître. Il y a eu 2 camps. Vous avez bien vu que malgré la difficulté, ils se sont bagarrés pour régler ça en interne. Ils auraient pu aussi à un moment donné. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez contribué à fragiliser le FPI en amenant cette affaire-là devant la justice? Non, au contraire, j'ai contribué à calmer les esprits. Parce que si cette initiative n'avait pas été prise, nous aurions été obligés d'aller dans un congrès d'affrontement.
nous n'aurions pas eu d'autre choix que de nous retrouver face à face. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, le Front populaire ivoirien aurait été plus divisé que cela. En prenant cette initiative, j'ai bloqué ce processus infernal qui conduisait... Pour un moment, M. Affi, oui, mais c'est juste pour l'instant. Laissez-moi terminer. Mais la division ne date pas de là. Votre collègue a parlé du 26 novembre 2014. La division ne date pas de là. La division au Front populaire ivoirien, les deux lignes qui apparaissent sont issues de la crise. À l'issue de la crise, quelle est la voie à emprunter? Et quels sont les hommes politiques qualifiés pour conduire l'action du Front populaire ivoirien? Voilà la question fondamentale. Et donc, sur ces deux questions, il y a les deux camps. Voilà, je suis bien que vous évoquez ça. Et donc, par exemple, vous n'avez peut-être pas suivi, mais je vous ai parlé tout à l'heure du dialogue politique avec le gouvernement et de l'échec de la rencontre du 22 mai 2014. Mais ce sont les confrontations entre les deux lignes qui ont produit cet échec. On vous a parlé du réaménagement du secrétariat général, qui a été aussi une autre phase de cette fracture. Et ce réaménagement date de juillet 2014, pas de novembre. Et là encore, on a eu les deux camps face à face. Il a fallu faire appel à une médiation extérieure. C'est dire qu'aujourd'hui, la seule instance qui va nous mettre d'accord, c'est le Congrès. Maintenant, comment y aller? C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, je voulais revenir un peu sur cette histoire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est en fait vous qui êtes rejeté? Est-ce que ceux qui ont mis cette candidature surréaliste du président Laurent Gbagbo, reconnaissons-le, c'est pas une façon de dire nous on ne veut plus d'AFI. Mais c'est vrai, c'est sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour poursuivre, M. Affi, je voulais rappeler, M. Affi, je voulais rappeler justement dans le même ordre d'idées que c'est quand même, ça fait près de 14 ans que vous êtes à la tête du FPI. Peut-être que les militants en ont marre et ils souhaiteraient voir quelqu'un d'autre. Oui, mais quelqu'un d'autre, le président Gbagbo, qui est dans l'impossibilité d'exercer. Parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de porter un projet. Et quand on fait appel au président Gbagbo, c'est une manœuvre pour utiliser l'aura du président Gbagbo pour se débarrasser de celui qu'on ne peut pas affronter dans une élection. Ce qui signifie qu'ils savent que je suis bien implanté à l'intérieur du parti et auprès des bases. Parce que pendant les 13 ans où j'ai eu à exercer cette fonction de président, je ne me suis pas assis, je ne me suis pas reposé. On m'a d'ailleurs vu, dès que je suis sorti de prison en septembre 2013, je suis allé sur le terrain, j'ai réveillé les bases, j'ai contribué à faire en sorte que les Ivoiriens puissent commencer à respirer, à espérer. Ce qui n'a pas été fait pendant les 2 ans et demi où j'étais en prison. Pendant les 13 ans où j'ai eu à exercer les fonctions de président, j'ai fait pratiquement la moitié du territoire de Côte d'Ivoire. J'ai fait plus de 4 000 à 5 000 localités. Est-ce que vous comprenez, vous posez la question de savoir si ceux qui portent la candidature du président Gbagbo sont dans une logique d'élimination. Oui, ils veulent m'éliminer parce qu'ils n'adhèrent pas à la vision que j'ai. Ils n'adhèrent pas à la vision. Et vous comprenez qu'ils n'adhèrent pas parce qu'on vous reproche aujourd'hui d'être devenu très complaisant vis-à-vis du régime, que vous êtes devenu, disons-le comme ça, ils ne peuvent pas le dire. Enfin, ils le disent. Oui, mais ils ne peuvent pas le dire avec raison parce que c'est moi qui ai lancé le boycott du RGPH en mars 2014. On ne peut pas dire qu'on est complaisant avec le régime. Enfin, on dit que vous êtes complaisant. Enfin, vous êtes complaisant. Ils ne sont pas d'accord avec la logique du dialogue. Ouais. Ils ne veulent pas du dialogue. Ils ne veulent pas de la négociation. Ils sont plutôt dans une autre posture qui est dictée essentiellement par le ressentiment, par les récriminations, par le fait que nous avons souffert, et c'est vrai, et que des gens sont dans des logiques de vengeance. Moi, je leur dis que ce sont des attitudes émotionnelles, que ce n'est pas avec ça qu'on construit une politique pour aider le FPI à sortir de la situation dans laquelle il se trouve, pour aider le président Gbagbo à sa libération et pour participer à la construction de la nation. Il faut que nous les élevions. Et donc, sur la question, justement, du fait que les camarades sont encore dans les traumatismes de la crise post-électorale, toute attitude, toute démarche dans la direction de la négociation, de la rencontre avec le gouvernement pour discuter sans complaisance, sans compromission, pour trouver des solutions, toutes ces situations-là sont considérées comme... Votre nouvelle posture m'interpelle, vous avez progressé. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est la position que vous n'avez pas. Parce que le discours que vous venez de tenir me rappelle curieusement quelqu'un qui était au FPI, M. Mamadou Koulibaly,
qui a presque été éjecté du FPI parce qu'à l'époque, il disait « Je ne peux pas discuter avec des gens qui me disent ou Gbagbo ou rien ». On a l'impression que c'est ce que vous dites aujourd'hui. Moi, j'étais en prison pendant le temps où les agents, je ne peux pas dire... Même quand vous êtes sorti de prison, même quand vous êtes sorti de prison, ce n'est pas ce discours que vous avez tenu tout de suite. Si, non, ce n'est pas ce discours. Il a beaucoup évolué. Les États généraux de la République ont été proposés dès ma sortie de prison. Et bien avant que je ne sorte de prison, j'étais convaincu qu'il n'y a pas d'issue pour le pays en dehors du dialogue politique et de la réconciliation. Donc, si on se comprend bien, vous voulez tourner la page Laurent Gbagbo au FPI. On ne peut pas tourner la page de Laurent Gbagbo. On ne tourne pas la page d'un homme politique. Alors, on veut continuer à travailler pour aider le FPI à avancer, pour aider la Côte d'Ivoire à se remettre debout. C'est ce que nous devons faire. Pourquoi vous avez peur de dire tourner la page Laurent Gbagbo, son fantôme? Parce que je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire quand vous parlez de tourner la page. Mais passez à autre chose, passez à une autre politique, passez à une autre vision, abandonner Laurent Gbagbo à la CPI. Utilisez les mots que vous voulez. Moi, ma politique, c'est continuer, prolonger le travail du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est en difficulté. Agir pour qu'il retrouve la liberté. Poursuivre la mission du Front populaire ivoirien. Parce que le Front populaire ivoirien a été créé pour une mission bien précise, qui est la démocratie, la liberté, le progrès social pour tous les Ivoiriens. Il faut que le Front populaire ivoirien soit dans la même posture et qu'il continue de travailler. Au-delà des souffrances que ses dirigeants peuvent éprouver, au-delà des meurtrissures, il faut que nous ayons la capacité de le faire. Et qu'au contraire, nous ne nous focalisions pas, nous n'ayons pas l'attitude de vouloir utiliser le FPI comme un instrument de vengeance, mais plutôt comme un instrument de construction nationale. Et c'est dans cette posture que je suis, pendant que d'autres sont dans des postures de confrontation. Mais est-ce que vous comprenez Jules, on va parler. Je comprends totalement. Je pense qu'elle ne peut pas prospérer. Je comprends totalement leur posture. Je sais qu'elle est dictée, que nous aurions pu tous être dans cette posture, que beaucoup d'Ivoiriens sont dans cette posture, parce qu'ils ont souffert, et nous avons tous souffert. Mais je dis, nous ne pouvons pas, à cause de ces souffrances, surtout nous qui sommes les leaders politiques, rester dans des logiques de vengeance et de revanche. Et que nous devons parler à nos compatriotes, nous devons parler à nos militants, nous devons travailler à les guérir de ces traumatismes pour qu'ensemble, et c'est pourquoi je regrette que le processus de réconciliation nationale ait été un échec, parce que c'est par la réconciliation nationale, à travers la CDVR, que nous aurons pu faire avancer ce processus. Malheureusement, nous sommes obligés de le porter nous-mêmes. Et les grandes réunions que nous faisons, les grands débats que nous faisons, la communication que nous déployons, c'est pour amener nos compatriotes, et en particulier nos militants, à comprendre que c'est vrai, nous sommes fondés à dire nous ne participons pas, nous ne reconnaissons même pas le régime qui est en face, nous allons le combattre jusqu'à la dernière énergie. Mais comprenons que si nous adoptons cette attitude, c'est la Côte d'Ivoire que nous allons fragiliser. C'est les Ivoiriens qui vont être encore dans les traumatismes, dans la pauvreté. Parce que ce n'est pas avec cela que nous allons construire le pays. Monsieur Afing-Guessan, parlons du sujet qui divise, de ce dossier d'ailleurs qui divise la candidature de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous reprochez, au-delà de la non-présence physique de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, au dossier de monsieur Laurent Gbagbo? Vous avez dit, fait expertiser par un cabinet international que vous ne citez pas d'ailleurs, que vous n'avez pas cité lors de votre dernière conférence de presse à ce sujet. Oui, d'abord, la grande critique, c'est que ce dossier est une supercherie politique. C'est une manipulation que des camarades qui veulent s'emparer de la direction du parti, sans avoir à affronter AFI dans une élection, ont concocté pour, comme un masque derrière lequel ils avancent et par rapport auquel ils veulent éjecter le président AFI du pouvoir afin de s'installer. Parce qu'ils savent bien que le président Gbagbo ne sera pas présent. Monsieur Afing-Guessan, parlons concrètement du dossier, puisqu'il y a des pièces du dossier de Laurent Gbagbo que vous avez contestées. Parlez-nous de ces pièces-là. Première pièce, le président Gbagbo n'a pas formellement fait acte de candidature. Or, dans la liste des dossiers, il est dit que chaque prétendant doit faire acte de candidature. Le président Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. La candidature a été proposée par des militants. Et le comité de contrôle lui-même reconnaît que le président Gbagbo n'a pas expressément donné son accord et formellement donné son accord à une candidature. Comment peut-on déclarer quelqu'un candidat alors qu'il n'a pas fait acte de candidature, qu'il n'a pas expressément donné son accord à une proposition faite par des militants? Sur quelle base le comité de contrôle déclare-t-il que le président Gbagbo
est candidat. Ce sont des violations de nos textes et il ne faut pas laisser prospérer cette forfaiture. Donc il y a d'abord une question d'éthique. Il faut que par une action, nous puissions enseigner à nos camarades qui ont des responsabilités à l'intérieur du parti qu'ils ne peuvent pas mettre leurs émotions en avant pour instrumentaliser les positions qu'ils ont à des fins partisanes. D'abord, il y a d'abord cela, la question juridique. Et puis ensuite, il y a la question politique aussi. La question politique, c'est cette fameuse lettre du 25 novembre 2011 qui est arrivée comme par enchantement. Parce que ces camarades se sont rendus compte que la décision juridique du comité de contrôle était fragile et qu'il fallait l'englober dans une démarche émotionnelle en présentant une lettre pour dire « Ah, voilà, vous contestez le fait que le président Gbagbo ait fait de candidature. Voilà, il vient de le dire de façon écrite à travers ce courrier. » Mais ce courrier ne règle pas la question d'irrecevabilité puisque le courrier arrive tard. Donc, au plan juridique, le problème reste posé. Mais même au plan politique, lorsqu'on regarde le courrier, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un faux. En plusieurs endroits, et j'ai eu à le dire à travers la conférence de presse que j'ai animée, que ce courrier-là ne peut pas émaner du président Gbagbo. Si le président Gbagbo veut prendre la présidence du parti, il n'est pas obligé de faire le parcours que son dossier a fait. C'est-à-dire que ce dossier soit porté par 4 fédéraux à l'occasion d'une manifestation dans son village. Alors qu'il y a les instances. Il y a le président Afi qui a été son collaborateur pendant de nombreuses années, qui est actuellement le président du parti. Quand il a fallu que le président Gbagbo soit candidat à la présidence de la République, en 2010, c'est nous-mêmes, la direction du parti, qui avons porté sa candidature devant les instances, à travers le secrétariat exécutif, le secrétariat général et la convention. Et c'est nous qui avons argumenté la nécessité de porter le président Gbagbo une deuxième fois à la tête du pays. Donc je crois que tout concourt à dire que le président Gbagbo n'est pas candidat et que ce dossier de candidature est une manœuvre de mes adversaires politiques pour instrumentaliser son nom afin que, sous l'émotion, les militants choisissent Gbagbo et que, en lieu et place de Gbagbo comme président du parti, je se retrouve avec l'un de mes adversaires à la tête du parti. Alors, il y a un terme que vous utilisez pour parler de Laurent Gbagbo qui est l'imparfait, qui est assez significatif. Quel est l'état de vos rapports aujourd'hui? Parce que vous dites était son collaborateur. Quel est l'état de vos relations aujourd'hui avec Laurent Gbagbo? On vous reproche même jusqu'à présent de ne pas être allé à la haie. Il ne peut pas sortir. Oui. D'abord, il est bon de mentionner cela. Que d'abord je suis sous sanction internationale. Pour ceux qui disent que j'ai un deal avec le pouvoir et la communauté internationale, il y a longtemps que ma sanction aurait été levée. Et je voudrais dire que je suis parmi tous ceux qui s'excitent à l'heure actuelle à Abidjan, le seul à être sous sanction internationale. Avec le président Gbagbo, Simon Gbagbo, Feu Tagro et le ministre Alcide Yédié. Donc, en termes d'engagement, je n'ai rien à prouver. En termes de militantisme. En termes de relations avec Laurent. En termes de relations, comme je vous l'indiquais, le fait que je sois sous sanction et que je ne puisse pas sortir complique quelque peu les rapports. Et je suis persuadé que ce problème ne se poserait pas. Il y a le si téléphone, M. Afin. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on peut... Si vous ne pouvez pas partir, vous avez dans votre équipe, on voit un peu votre état-major ici, des gens qui peuvent tout à fait voyager pour vous. Bien sûr, il y a des gens que j'ai envoyés vers le président Gbagbo par 2 fois pour vous dire que nous avons des rapports. J'ai déjà envoyé par 2 fois des personnalités de la direction du parti. J'ai des contacts indirects. Mais vous savez, étant donné la procédure dans laquelle le président est engagé, il y a un certain nombre de choses qui ne me paraît pas indiqué de le dire. Mais pour illustrer le fait que nous avons des rapports, quand la mère du président est décédée, par les canaux à travers lesquels nous pouvons communiquer, il m'a bien fait comprendre que ce décès ne doit pas, les obsèques ne doivent pas être politisés, qu'il a choisi le président, vice-président Sangaré Aboudraman pour les organiser, que c'est parce qu'il ne souhaite pas que ce soit politisé et qu'il n'a pas voulu que le gouvernement s'implique dans le retour de la vieille et qu'il faut que le Front populaire ivoirien accompagne le président Sangaré dans l'organisation des obsèques. Il n'y a pas plus d'1 mois. C'est donc dans le mois d'octobre que nous avons eu cette entrée. J'ai aussi d'autres moyens. En dehors des canaux, j'ai aussi d'autres contacts, mais je ne voudrais pas vous dire avec qui, à travers qui j'ai des rapports avec peut-être parce que le temps nous tient certainement à la gorge, je voudrais terminer. Je voudrais peut-être qu'on
fasse un peu de la politique fiction, M. Afinguessan. Revenons à 2010, 2011 et tout ce qui s'est passé véritablement. Si le FPI, au moment où il s'est retrouvé dos au mur, avec tout le monde contre lui, avait eu ce que je peux qualifier aujourd'hui de sagesse que vous avez maintenant, qui serait le favori d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2015? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez sagesse. Est-ce que c'est-à-dire le dialogue, la négociation politique? Vous savez, moi je ne suis pas très... Je précise ma question. Si Laurent Gbagbo, ayant vu que tout était perdu pour lui et qu'il ne pouvait rien contre l'armada de la communauté internationale, que de toute façon, même si vous dites que vous avez gagné l'élection, il ne pouvait pas être président et qu'il avait pris du recul, qu'il avait pris de la sagesse au lieu de s'enfermer et de laisser une crise prospérer. Et quand vous faites le bilan que vous faites de M. Alassane Ouattara et quand on sait qu'en octobre 2015, on a eu une élection, selon vous, qui serait le favori de cette élection? Je ne souhaite pas entrer dans la politique fiction. Faisons ce n'est pas avec les six. C'est pas avec les six qu'on construit l'avenir. C'est pas avec les six qu'on construit l'avenir. Le passé est passé. Parlons de présidentielle 2015 pour terminer. L'appel de Mama a divisé le FPI, l'appel de Daoukro a divisé le PDCI. On a l'impression aujourd'hui que Ouattara, lui, en 2015, a le terrain libre. Enfin, l'opposition travaille pour Ouattara, non, clair. Pas du tout. Je ne crois pas que l'opposition travaille pour Ouattara. La preuve, c'est que l'appel de Daoukro n'a pas été suivi. L'appel de Mama oui, aussi. Si l'appel de Daoukro n'a pas été suivi, ça veut dire que tout le PDCI n'est pas d'accord pour accompagner Ouattara. Et donc, il y a une opposition à Ouattara de la part du PDCI. Au Front populaire ivoirien, nous nous battons aussi pour que le FPI ne soit pas absent de la compétition électorale. Donc le débat que nous avons se pose entre ceux qui ne veulent pas de la participation du FPI aux élections, donc qui ne veulent pas que le FPI affronte Ouattara en 2015, et ceux qui le souhaitent. Et donc cela signifie que si nous gagnons, Ouattara doit être assuré qu'il aura 3 grandes forces qui vont se retrouver à ces élections. Le RDR certainement avec lui, mais aussi le PDCI et le FPI. Le congrès va se tenir quand finalement? Le congrès du FPI, tout dépend de l'issue de la procédure judiciaire. Vous n'avez même plus les cartes en main, c'est ça qui est frappant, parce que voilà une élection qui aura lieu en octobre 2015. Au niveau du FPI, vous nous dites à moins d'1 an de l'élection que vous ne savez même pas si vous allez participer. Et ce qui est frappant, M. Afinguessan, c'est que si par extraordinaire le FPI participe à cette élection, on peut faire un pari aujourd'hui, vous vous plaindrez des fraudes, vous vous plaindrez de la manipulation, comme d'habitude. C'est ça, en fait, qu'on reproche à l'opposition ivoirienne. Parce que vous allez face à Ouattara avec un FPI divisé, un PDCI divisé. Vous ne voulez pas faire de la fiction. Moi, j'aime bien faire de la fiction pour vous. Imaginez un instant que le FPI était soudé aujourd'hui et que le FPI aurait pu, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, eu une sorte d'alliance avec le PDCI ou alors la branche anti-BD du PDCI. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en 2015, il y avait un réel challenge à cette élection? Oui, mais le problème, c'est que vous êtes dans la fiction. Une fiction qui aurait pu être réelle. Il faut une fiction qui aurait totalement pu être réelle de la fiction. S'il n'y avait pas de querelles de personnes, s'il n'y avait pas de querelles de positionnement. Mais justement, la vie, c'est ça. C'est la réalité. Il faut composer avec la réalité. La réalité, c'est que le FPI a connu une grave crise en 2010 et qu'il aurait été un miracle qu'au sortir de cette crise, le FPI reste une force soudée et que tout le monde soit d'accord sur la ligne à emprunter. Ce débat-là, c'est un débat de renaissance. C'est le débat que je prends même souvent l'exemple d'une équipe de football. Je dis même quand une équipe de football subit une sévère défaite, au retour, il y a ce genre de débat. Dans le cas... Oui, mais il y a ce qu'on appelle le consensus sur un objectif commun. Mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Rien ne vous unit plus. Parce que nous sommes en train de construire. Vous, en tant que FPI, au-delà de vos divisions, ce serait de gagner la prochaine élection présidentielle. Mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Pas à vous rassembler, monsieur. Mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Laissez le processus évoluer. Peut-être pour 2020. Laissez le processus évoluer. Et peut-être que vous serez surpris de voir d'ici 1-2 mois le FPI réconcilié, soudé, uni pour aller à la bataille d'élection. Donc il ne faut pas désespérer, hein, il ne faut pas être particulièrement ému. Voilà. Parce que c'est la vie. Non, c'est pas de l'émotion, c'est un constat de réalité. Non, mais je voudrais vous respirer. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout
perturbé et inquiet. Parce que je sais que c'est un débat utile, un débat nécessaire. Il faut que les différentes lignes s'expriment. C'est vrai que c'est un débat musclé, mais c'est lié aussi aux enjeux. Parce que l'enjeu, c'est l'avenir du FPI. Mais l'enjeu, au-delà de l'avenir du FPI, c'est l'avenir du pays. Parce que le FPI est un acteur majeur de ce pays. Et nous devons travailler, je suis persuadé que les camarades qui sont en face de nous en sont conscients, nous devons travailler à faire en sorte que nous sortions de ce débat-là unis. Et que le FPI reste une force, parce que les Ivoiriens comptent sur cette force. Et je pense même que les échos qui nous viennent de l'opinion nationale, des différentes catégories sociales, devraient nous inciter à faire preuve de maturité et de responsabilité dans la résolution de cette crise, qui est une crise qui est arrivée. Et vous observez que même au PDCI, il y a le même débat. Parce que ces partis sont dans la même conjoncture de l'avenir. Est-ce qu'on construit l'avenir du PDCI dans la fusion avec le RDR, dans la démission face aux élections à venir? Ou est-ce que c'est dans une candidature du PDCI que le PDCI peut avoir un avenir? À la différence qu'eux, ils ont encore les cartes en main, ils ne sont pas à la justice. Parce que vous semblez oublier un fait, M. Affi. Vous êtes ceux qui disent que la justice ivoirienne est sous l'emprise de l'exécutif. Si on l'accepte, ça veut dire que l'exécutif peut bien jouer avec ce levier de la justice. Parce que tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire aujourd'hui, il n'y a pas de congrès. Et on peut retarder ça. La justice peut se prononcer en 2016 comme par hasard. Ça dépend de nous. C'est nous qui avons engagé la procédure judiciaire. Si nous voulons passer au de la procédure judiciaire, parce que l'intérêt du FPI l'exige, on en décide. En tout cas, mais si nous pensons qu'il faut y rester, parce que ce serait une solution optimale, nous y resterons. Dans tous les cas, donc, nous avons les cartes en main, parce qu'il s'agit de notre parti. Et c'est nous qui prenons les initiatives. Donc, nous gérons cela dans l'intérêt du parti. Personnellement, je suis président du parti. Je suis engagé dans une bataille. J'ai une vision. Je suis convaincu que cette vision est la bonne. Je me donne les moyens qui sont à ma disposition pour faire en sorte que cette vision triomphe. Monsieur Pascal Affi N'Guessan, merci en tout cas d'avoir été notre invité. Peut-être un dernier mot à l'endroit de tous les militants du FPI. Non, je voudrais les rassurer, les militants du FPI, leur dire de ne pas perdre espoir, de ne pas être particulièrement inquiet. Ce sont des débats. Le Front populaire ivoirien a connu ce genre de situation. C'est vrai que dans le passé, nous ne sortions pas d'une crise comme celle que nous avons connue après l'élection de 2010, mais il y a eu ces débats. Nous avons su surmonter ces contradictions et nous avons évolué jusqu'à la conquête du pouvoir en 2000. Donc de la même façon, qu'ils fassent confiance, nous surmonterons ces débats-là, nous surmonterons cette crise et nous irons souder à la reconquête du pouvoir. Une émission spéciale consacrée, vous l'avez constaté, à la crise au sein du FPI. Jules Domché, merci en tout cas d'être resté avec nous. Merci au président Affi de s'être prêté au jeu de questions-réponses. On espère qu'il y aura des avancées dans ces différents dossiers pour avoir une élection un peu plus intéressante en 2015. Parce que pour les journalistes que nous sommes, dans les conditions actuelles, venir couvrir l'élection en 2015 ne serait pas très intéressant. En tout cas, c'est tout le bonheur que l'on souhaite au FPI d'être présent aux élections de 2015. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. À bientôt.